Le porteur, c'est vous qui avez demandé. Transcender tout le... Bah ouais, c'est une flèche hein, quand même. T'as des gens comme ça, ils traversent les époques. Donc, si tu veux, c'est hors du contour en fait. Là, de toute façon, l'œuvre, c'est toujours tout art vit en fonction de l'œil qui la regarde. Tu peux avoir un super truc qui n'est pas regardé. C'est le monde, je crois que le monde vit. Et puis, tu peux avoir un regard est utile pour rendre révéler que c'est vivant. C'est pas le regard qui fait la vie ou quoi que ce soit. La vie, il est. Après, il faut juste. C'est peut-être même pas un regard, c'est peut-être juste un. Je sais pas, un jardin, c'est pareil. C'est peut-être une façon d'orienter. Nancy. Ah Nancy, oui. C'est pas loin. Ça vous dirait de faire un chez moi de Montmorency? En tant qu'amateur ou tourner pour une chaîne locale? Non, là, on est en train de faire une installation là-bas dans le thème de micropied. Non, j'essaie de travailler, j'ai pas vendu plus de j'ai payé cher l'emplacement et j'ai pas vendu encore. Pour la gorge.
L'échafaudage, il est dans... Ah, c'est vrai? il est En dans plein le milieu de couloir. la salle? Là, au milieu, oui. Qui t'emmène, monsieur Jean-Louis? Et alors, vous avez quoi en main? J'ai Robbie. C'est vrai que Jean Robbie. Merci, monsieur Baptiste. Tu vois, on m'a dit que c'était mon amant spirituel d'autres générations. Je crois qu'il n'a pas tout à fait tort. Hein? Il n'a pas tout à fait tort. Il prend tout mon temps. On va passer nos soirées ensemble. Celui-là, là. Dès que tu as des trucs d'un patient qui...
Victorine Tasson-Snell, Quand les jeunes, était mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. c'est toujours à l'envers ici. De chaque fois à l'envers. On l'honneur de vous offrir la présidence de leur comité. Hein, ça, c'est les dames patronesses de Saint-Gilles. Et l'autre, là c'est encore mieux, c'est avec une bien vive satisfaction que nous vous annonçons que le conseil communal, dans sa séance du 25, etc., statuant su, a donné à l'unanimité la dénomination de rue Tasson-Snell à la nouvelle avenue reliant la chaussée de Charleroi à la rue de Fax. Oui, mais moi je donne des noms, hein, je donne les noms. Ah oui, il y a plus précis. Juliette est ma mère. Marie. Emma, c'est ma grand-mère. C'est la mère de ta mère. Oui. Marie, c'est la mère d'Emma. Et Marie est la fille Victorine est la mère de Marie. La mère de ta mère. Victorine est la mère de Marie. Oui. Donc en fait, c'est la mère de la mère de la mère de ta mère. Oui, c'est mon autre oncle. Je te présente oncle Claude. Bonjour. Bernard Batz, un grand ami, qui est en train de faire un film. Ma vie est un long film tranquille. Elle me font trop peur, les caméras. C'est vrai? Si. Elle mord. Un peu. Elle mord, c'est vrai? Oui, parce que les caméras... Elle te vole l'âme. Oui. Oui, moi j'en ai eu aussi, mais comme curé. Hein. Oui, mais vous, ça va, vous êtes tranquille. Elle part. Et je voulais s'arrêter. Non, elles me font peur, vraiment. Oui. Oui. Tiens. Ouais, tout ça. Waouh! Je peux redonner tout ça. Au lieu de ça, c'est mieux. Bah écoute, oui, pour l'instant, parce que ça, faut y aller. Ok. Bien. Ça va, la fois? Il est occupé à nous photographier. Hein. On peut pas être un livret, je dois pas avoir. Il n'y a pas de film dedans, il n'y a rien. Non. C'est faux. Je fais semblant. Je fais semblant. Mais oui, puis il prend ça. Oui, mais comment? Moi, mais qu'importe. Et il travaille à toute la généalogie, aussi bien, puisque nous sommes de Failly. De Failly, et notre mère, c'était Crous Wacher, et en remontant pour arriver à Marie, qu'on voit là-bas, et Marie, donc, a connu, et ma mère, a connu également Roby, alors qu'elle était toute gamine, et elle l'appelait Bibi, hein. Elle l'appelait Bibi, elle allait faire cette foire à côté. Moi, j'ai un peu de documentation. Ah, mais il est imbattable, ce côté-là. Oui. Comment situer Roby dans la peinture? Monsieur. En fait, il démarre avec l'école hollandaise. Et son premier tableau, il est là dans le coin. Ah, c'est Le tout petit, non, le tout petit, c'est l'école hollandaise. Et puis alors, il démarre. Ah bah oui, On peut, Parce qu'il on va le est voir. un peu différent, mais ce qu'il paraît, c'est de cette famille-là. Ça, c'est 1600 aidés. Donc, c'est. D'ailleurs, on explique bien David Deheem. Donc, Deheem et Valleysoum, ce sont les deux peintres dont il s'inspire. Et alors, au départ de là, il trouve la peinture dans le style floral, paysager, Oui. nature morte, etc. Lui-même vient de la rue Haute, si je ne me trompe. Hein. Donc son père est forgeron, rue Haute, et lui est un petit gamin rablé, et avec tous les petits copains, ils vont taguer, donc il est l'ancêtre des tagueurs, ils vont taguer, Béatrice dirait, ils vont graffer, c'est plutôt le vrai terme, sur la porte de l'hôpital Saint-Pierre. Mais que c'était avec goût et valeur. Et Donc, valeur. c'est pas... Et son père, un jour, comme travail de forgeron, il fait des enseignes. Et un jour, le dessus des directeur maisons. enseigne le dessus des maisons.
Et c'est le directeur de l'estaminet qui vient en disant « mais il faudrait que ça soit bien décoré avec jambon, etc. » Et son père dit « j'ai votre homme ». Et il appelle son fils et il dit « voilà, ta première commande, ça sera décorer l'enseigne de l'estaminet ». Et ça a été son première commande. Il a connu un autre peintre, puisque c'est deux peintres, une fois autodidactes comme Roby, et qu'il a progressé. Et puis il a fait de la décoration. Et décoration, c'est quoi? C'est aller faire les dessus de cheminée, les dessus de porte dans les maisons bourgeoises de Bruxelles. Et c'est un peu le point de départ parce que, contactant le milieu bourgeois, il dit « moi je vais monter dans la classe sociale ». Et alors, il va faire des travaux du soir et il va tomber sur Tasson, professeur de l'académie, qui donne des cours gratuits aux jeunes défavorisés. Qui est de notre famille, hein, Tasson Snell. Tasson Snell. Tasson aussi, et d'autres familles. Tasson Snell. Tasson Snell. Tasson, c'était Balthazar. Hein? Balthazar et Snell. Et Snell, le nom de sa femme. Oui. Et pourquoi? Parce que à l'académie, il y avait l'architecte, le professeur d'architecture, Tasson. Alors tout le monde était toujours dit, tiens, je voudrais voir Tasson, mais lequel, hein, l'architecte ou bien le peintre? Donc, alors il a mis Tasson Snell et il a gardé toute sa vie le double nom. Mais si je me trompe, il y a un autre peintre de la rue Haute ou dans les environs, et ils sont montés tous les deux à Paris. Et Fourmois, c'était un des bons peintres de l'époque, et il a coté ensemble à Paris, et c'est Filâtre qui l'a éduqué, formé dans la décoration. Alors décoration, qu'est-ce que c'est? On peut aller voir ici un peu plus loin. Et ça, c'est de la décoration intérieure, en petit ou en grand. De Roby? Ah oui, et ça vient de l'hôtel Bellevue où habitait le prince Albert. Jusqu'à peu, donc moi j'ai encore l'affiche. Futur roi Albert Ier. C'est ça, oui, oui. Alors dernièrement, ils ont transformé l'hôtel Bellevue en musée de la dynastie. Et ils ont dit on doit débarrasser la grande fresque, donc il y en a 3 petites et 2 grandes. Et le total fait une dizaine de mètres de long. Au musée du cinquantenaire de Bruxelles. Donc voilà le travail de début. En 1948, il a fait le plafond du château de Corroy. De Corroy, le château. Donc né en 21 et en 1948, à 27 ans, il faisait déjà tout un plafond. Il avait une médaille d'or. Très grand, ouais. Un plafond immense, hein. 8 mètres sur 10 à peu près. Et en 1949, il prenait déjà une hypothèque pour acheter un terrain à la chaussée de Charleroi. Oui. Et il s'est installé le premier avant son professeur qui va le rejoindre, Balthazar Tasson Snell. Qui va le rejoindre. Oui, oui. Et toute leur vie, donc ça sera une amitié entre un professeur qui a donné les éléments de base et un jeune élève. Et l'amitié va s'étaler sur les 4 générations. Jusqu'à ma mère, et ma mère qui habitait là, allait faire... comme 3 pommes, et l'appelait Bibi, hein? L'appelait Bibi. Et on la voit sur les photos. Eh ben, je les ai ici, moi. Hein. Ah oui, donc ils ont la maison de Tasson, la maison de Roby, et en 1900, ma grand-mère construit ici à côté. Chaussée de Charleroi. Chaussée de Charleroi. Voilà la maison. Oui. De Balthazar. Ça c'est la terrasse. Et voilà la maison de ma grand-mère construite sur le côté. Et c'est là qu'étant gosse, nous allions chaque année au Nouvel An, les 11 enfants, au musée indien, ce qui nous a fascinés comme pas possible jusqu'à maintenant. Puisqu'à mon âge, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, j'ai voulu voir l'Inde tellement, étant gosse, ça m'avait fasciné. Ça, c'est un autre aspect de Roby, son grand voyage aux Indes, en 1881 et 82. Alors, je suis
pas tout à fait d'accord avec Kathleen, mais pour moi, 81, c'est quoi? C'est Stanley qui était à la recherche du bassin du Congo. Ouais. Et on se demande si c'est pas Léopold II qui a envoyé des émissaires à la recherche de colonies en Extrême-Orient. D'ailleurs, avant que Léopold II ait pensé au Congo, il pensait à Macao, à Bornéo et à la Chine. Alors, ça c'est Balthazar, ça c'est Madame Tasson-Snell, donc c'est Madame Snell, mais Snell. Alors, sur elle, on peut raconter autant. Et sa fille, et la fille Marie. On peut lui faire un reproche, trop belle, hein. Oh. C'est la fille qui a les 2 enfants, Emma et Jeanne. Est-ce que tu as la photo avec le parasol et le chapeau? Parce que ça, c'est beau, hein. Moi, ça me fait rêver. Mais on a toute une vie en quelques photos. Alors, finalement, ça, c'est Joséphine Firenze qui a épousé un Washer. Alors là, je tombe dans toute l'histoire des Washer, où là, il y a 10 enfants. Dernièrement, je téléphone au Washer pour avoir un peu de documentation. Il dit, on va aller voir au grenier, on n'a rien. Et les Washer sont liés au Solvay, finalement, donc ce sont des belles familles. Voilà, de nouveau, c'est chaque fois le double. Voilà Balthazar un peu plus vieux. Donc le professeur de Roby, professeur de dessin. Et il a été emballé par ce débutant qui progressait. Et finalement, ça c'est la photo. C'est la photo. Ça c'est la Elle fait rêver. Elle fait rêver. Hier soir chez Kathleen. Vous avez vu? Oui. Alors c'est les rocailles dans le jardin. Alors ici, hein? Elle, c'est Marie. Marie. Donc c'est les fiançailles de Marie. Avec les parents. Oui, désigne un peu. Avec les parents. Avec Charles Washer et son chaperon Adrien. Alors tout le monde parle. Alors qui est dans le fond? C'est le peintre Roby. Il a fini de travailler. Plutôt discret, hein? Il est discret. Il a fini de travailler. Il est venu rejoindre ses voisins et amis et il participe à la petite après-midi. La même chose ici. Oui. Une petite photo. J'ai pu les situer à la Menda puisqu'ils ont ils sont habillés de la même manière. Donc c'est Marie, les parents, et qu'est-ce qu'on voit de nouveau derrière? Il est toujours là. Toujours discret. Il est toujours oui, mais tellement distrait. Moi, c'est le grand mystère de à ce point. Maintenant, j'ai compris entre ces 2 familles, l'explication, c'est le fait que Balthazar était le professeur de Roby. Et c'est lui qui l'a découvert. Ah oui. Il a découvert les talents artistiques du jeune. Voilà Roby un peu plus âgé. Une barbe en plus. Et alors là, c'est 1859. Et quel jardin il avait? C'est le fond de la propriété Roby et il reçoit Madame Tasson et Marie. Donc, comme ils construisent un peu plus tard, ils vont rendre visite à leurs voisins. Et c'est le coin qui va devenir une superbe propriété. Et la rue Tasson-Snell est juste en face de l'autre côté. Et voilà. On a joué, nous, moi je me rappelle avoir joué, oui, c'était extraordinaire. Voilà le parc. Et je viens d'apprendre qu'il aurait aménagé le parc en 4 parties. L'Europe, l'Amérique, la Chine et le 4e, ça ferait quoi? L'Afrique. Le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient. Hein. Il aurait aménagé toute la verdure en fonction. Ah oui. Mais ça mérite une étude. Voilà. Alors, ce que j'admire dans le travail de Béatrice, c'est au fond, c'est-à-dire redemander, ou plutôt donner à Roby sa place de retour dans notre siècle et de prendre sa place ici comme s'il avait sa récompense. Hein, oui. Sa récompense est de se dire, ramener les 2 siècles au même en un et de revenir ici. Oui. Moi j'appelle ça un devoir de mémoire. Ah oui. Comme on a hérité des archives, oui.
Ça, c'est l'aspect colonial. Et il salon, a fait un musée, donc il est revenu avec des caisses et des caisses de bibelots et de chefs-d'œuvre de là-bas. Hein. Et qu'on a réparti par après entre les 11 enfants chez nous, là. Oui. Ah, le voilà. Le voilà encore. Là, on avait... Hein? Oui. Le 1er janvier, on allait chez la grand-mère, les 11 enfants. Il est où? Il est ici. Oui, et il était en admiration, mais on était fascinés. Le malheur, c'est que notre beau-frère qui gérait l'immeuble a détruit le musée. Donc tout ce qui était décoration et tout ça. Il a détruit pour en faire un appartement qui était au premier étage. Comment on l'a laissé faire, je ne sais pas. On s'est retrouvé tout d'un coup en disant tel beau-frère qui gérait l'immeuble, il a tout cassé. Tout a été réparti entre les frères et sœurs. Et alors, bon, on regarde ici plus loin. Non, il sait pas lui. Comment? Il sait pas lui. Il a peur du noir en fait. Non, oui, mais est-ce que ça donne quelque chose sur l'appareil? Oui, parce qu'il est en infrarouge. Eh bien, donc ça peut marcher. Mais sauf que lui a peur du noir, il veut pas rentrer dans le noir. Non, tu vas voir avec moi. Bah, emmène-le, parce que je crois que sinon il arrive non, pas à y aller. Non, c'est de la blague. Non, c'est de la blague. Mais il a peur de toi, c'est tout. Il a peur de... Viens, on y va. C'est sûr qu'il a peur de moi. Mais non, mais oui. Allez, on y va. Attendez, je pense qu'ils sont pas là. Et que nous allons chez la grand-mère. Est-ce que vous voulez entrer dans le dispositif? Mais on écoute monsieur. Non, maintenant vous allez avancer. C'est vous qui allez jouer parce que... Oui, vous allez jouer. Et entre autres, ouvrir les bras. Et de le faire revenir, lui, Roby, chez lui, à Saint-Gilles. Alors moi j'ai une question. C'est quoi la spiritualité de Roby? Parce que là vous êtes dans l'image. Attends, je comprends, on est dans l'image. C'est-à-dire, attention, si je comprends bien, vous parlez... en fait, je ne sais pas le dire, c'est-à-dire spiritualité au point de vue religieux ou quoi. Moi, j'avoue que je n'en sais rien. C'est à Raymond que vous devez le demander. C'est-à-dire, moi, c'est à... Mais qu'il a été fasciné par l'Inde et la spiritualité hindoue, qui est tout de même la grosse majorité. Et c'est ça qui m'a attiré aussi, moi comme prêtre, etc., de voir un peu, de se ressourcer là-bas, parce que je sais qu'il y a des moines
catholiques, chrétiens, qui vont là-bas pour se recenser et retrouver en Inde, dans cet art et à la fois un mélange de zen comme en Inde, comme en Chine, comme oui, je dis bien. Mais j'avoue que Raymond peut-être doit le savoir un peu plus. Je ne sais pas exactement de quelle coloration était-il, dans le sens catholique ou quoi, je ne saurais pas le dire. Il faut lui demander. Juste à côté de toi. Mais oui, moi, c'est lui qui me l'a demandé. Mais dis, moi je n'en sais rien. Non, rien. Moi j'en sais rien. Tu iras dedans, tu vas voir. Tu vois ce que je t'avais dit? C'est ton image qui est là. Donc, Tu changes de place. lui, Roby était fils de forgeron, donc à la rue Haute. Quelle était sa spiritualité? Mais lui, proche de la nature, ça c'est clair, Mais le sentiment plus précis, je ne sais même pas si Béatrice sait. Peut-être mon frère Raymond, qui a tant et tant étudié sur Roby, peut-être il le sait, mais... Oui, il faudra lui demander. Oui. Donc, c'est le fait que, bon, je ne vais pas dire que Roby pour moi est nouveau, mais je veux dire, pour l'approfondir, ça n'est pas... Mais je veux dire, pour l'approfondir, ça n'est pas... Le respect de l'homme, le respect de plus, mais je ne vais pas aller inventer alors que d'autant plus que je le répète, venant de la rue Haute, et que lui s'est élevé, mais je ne suis même pas si certain qu'il en sache quelque chose. Et peut-être Kathleen doit le savoir, mais ça pourrait être elle qui, à tout point de vue de Roby, en connaîtrait le plus. Je veux dire dans le sens, puisque les deux familles ont été unies, vu que, ça, on l'a dit combien de fois, Roby, élève de Balthazar, et que là est venu, bien entendu, Balthazar et Crous, ça c'est le grand-père, lui était franc-maçon. Franc-maçon, oui, du Brabant wallon. Toutes les familles Crous, nous allions les voir, nous, petits gamins, on allait voir dans le Brabant wallon, Marbais, etc. Et, ah oui, typiquement, l'ambiance Brabant wallon, mais que le grand-père, c'est-à-dire le mari de Emma, qui a tout de même connu Roby, bien entendu, comment dire ça? Alors que le côté gouachère, je le dis et je le répète, là c'était, s'il y a eu deux prêtres dans la famille, c'est indiscutablement venant de ma mère, Juliette Crous, oui, Juliette Crous de Failly, oui, et que sa mère, mon Dieu, plus religieuse qu'elle, ça n'y avait pas en même un rien janséniste, je dirais, sans critique, mais donc, et austère, et même le point de vue vis-à-vis des, ça c'est plus délicat, je vous l'ai peut-être déjà dit, du côté des enfants, ce serait une des raisons pour lesquelles il n'y a qu'un seul, notre mère, une femme formidable, et à la fois toute simple, mais, et d'une éducation de la part de grand-mère austère comme pas vrai, je ne vais pas dire plus catholique que le pape, mais pas loin. Oh, oui, oui, mais c'était surtout le côté catholique de droite, je dirais, et même janséniste en partie. Ah oui, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, le Christ, les bras étendus, le Christ janséniste, c'est pour une élite, les deux bras, et je viens un Christ comme ça.
Mais, et alors, oui, je dirais même, ça me froissait un petit peu, bon, quand il y avait les 11 enfants, et tous les dimanches, d'ailleurs, la grand-mère venait à la maison, et que nous étions, mon frère jésuite et moi-même, tous les deux en soutane, droit sur les deux curés, nous, infiniment plus jeunes. Vous étiez jésuite, vous-même? Non, mon frère Christian, 2 ans de plus que moi, qui est déjà dans l'éternité, il a donc été, comme moi, 40 ans, professeur, il s'occupait du social, l'abbé Froidure, l'abbé Pierre, et lui, la même chose, en Afrique, le même nombre d'années, puisqu'on a été ordonnés la même année, tous les deux en 54. Alors, lui élève de rhétorique, et que le professeur de rhétorique qu'on estimait beaucoup dans la famille de Failly, parce qu'il était proche, il était sympa, donc pas austère du tout, très très bien. Et c'est lui qui a dit aux parents à la maison, à mon père et ma mère, « Ah, je pense qu'il fera un excellent prêtre et un excellent jésuite. » Et ça a été vrai, bien entendu. C'est-à-dire un élève modèle, indiscutablement. Ah oui, il était très, 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 très bien. Et à la fois très sympa. On était très unis dans la famille, bien que je constate de plus en plus que des tempéraments, vous l'avez remarqué peut-être vous-même, au fond très indépendants, nous, chacun dans son style, si vous voulez. J'étais à Saint-Michel en primaire, hein, mais je ne voyais pas l'intérêt. Vous allez voir, bon, on ne peut pas rire. Mais oui, mais les études, étant gosse en primaire, hein, les classes primaires, ça ne me disait mais rien. Écoutez, jouer, je suis un bâtard parce que bon, j'étais un... Bon, et non, non. Et alors de là, je le dis en toute amitié pour les jésuites, je me sentais comme dans une prison, Saint-Michel. Et quand j'y passe encore maintenant, ça me donne froid dans le dos. Bon, moi c'est simplement que les études, ben, ça ne m'intéressait pas. Pourquoi? Mais parce que jouer avec l'imagination, vous l'entendez encore maintenant, oui, imagination folle, donc jouer, se détendre. Et le préfet passait dans les classes d'abord j'étais chez les, comment est-ce qu'on appelle ça? Nous allions chez les sœurs, en prix gardienne. Bon, vous pouvez me le reprocher, mais moi j'avais un petit bunch pour une des religieuses qui était très jolie, hein. Ah oui, mais bon, oui, bien. Et là, bon, je m'amusais bien. Je rentre chez les sœurs, à ligne toute, et ces religieuses, ben, on disait que c'était les jésuites au féminin. Oui, bon. Et que là, chez les sœurs, j'étais en pré-gardienne, et alors, ce que je me souviens, bon, sans inimitié, mais il y avait une gamine de mon âge, oui, mais en pré-gardienne, toi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'avait, c'est authentique, hein, elle m'avait un peu énervé. Bon. Je n'ai pas été en prison, hein, mais je l'ai attachée avec ses tresses à la grille. Et ça, c'est authentique. Hein. Bon, et alors, ma sœur, ma grande sœur qui est déjà dans l'éternité, qui avait 4-5 ans de plus que moi, elle était élève, là, ce monstre-là, hein, c'est ton frère. Oui, bon, oui, et c'est vrai. Et alors, naturellement, une fois qu'il était l'heure, la gamine, mais bon, la gamine étant là, et puis le chef de la Gestapo, c'est ce que je dis toujours, non, bien entendu, la sœur supérieure de l'école, hein, et avec 2 feldgendarmes. Oui, mais tellement j'ai été marqué par la guerre, et ça c'est curieux, hein, je n'invente pas ce que je dis, les feldgendarmes sont arrivés, et non, mais enfin, la sœur supérieure et la préfète, elles ont détaché la gamine de la grille, et que, est-ce que j'invente? Je n'en sais rien, mais je pense
pense que c'est vrai, parce que je dois dire oui, oui. Je crois qu'on m'a attaché aussi un peu à la grille. Hein. Bon. Alors je suis arrivé, oui, à Saint-Michel, et comme les études, ben, bon, oui, et vous comprenez, après mon métier, c'est grave, mais bon, prof, 40 ans, donc professeur à Jodorien, parce que moi j'étais destiné, je croyais, depuis à quel âge j'ai eu la vocation selon vous? Mais à 10 ans, la vocation de prêtre. D'abord, je n'ai jamais décidé, jamais. Dans le biotope dans lequel, et c'est honnête, tout à fait vrai, le biotope, la maman formidable, mais pas de bigoterie du tout, la grand-mère, ça c'était autre chose. Mais donc, la maman très, oui, et intelligente et bon. Et alors à Saint-Michel, non, moi c'était une prison, pour moi c'était... Vous devinez un peu ma façon de penser, bon, c'était la catastrophe. Et que, non, les études, ça ne m'intéressait pas du tout, je ne vois pas l'intérêt à ce moment-là. Et j'étais prof 40 ans, pendant 40 ans après. Alors, j'arrive, donc Saint-Michel, j'ai doublé au moins une fois, 2 fois, certainement 3 fois, oui, c'est normal, ça ne m'intéressait pas. Alors dès l'âge de 10 ans, et ça je le dis fièrement, au fond, ma vocation de prêtre, ni mon père ni ma mère n'en parlant, par respect pour nous, parce qu'ils devinaient bien, hein. Moi l'enfant pas si terrible que ça, mais générosité à revendre, bon. Alors, à Saint-Michel, bon, ben non, les jésuites, on les comprend, donc ils vous gardent jusqu'en réto, c'était le cas de mon frère bien entendu, puisqu'ils savent que le gars, je le dis sans méchanceté pour les jésuites, parce que je les estime, que ça fera tout de même honneur de terminer en rhétorique et pas être en rhéto d'abord, pas y arriver, d'être le dernier des cancres. Donc, alors maintenant, je vous demande, en blaguant, non, je suis sérieux, mais ne dites pas, n'allez pas dire, je le dis à chacun, mais, que j'ai été renvoyé de Saint-Michel. Non, non, la réalité, on a demandé à mes parents, il vaut mieux qu'ils ne reviennent pas. C'est magnifique dans la nuance jésuite, hein? Ah oui, tout à fait. Et à ce moment-là, j'ai été à Saint-Boniface, une véritable libération pour moi, c'est-à-dire, je dirais plus humain, etc. Et là, d'ailleurs, mon père avait été lui-même élève, donc, et lui ingénieur, hein, le père de Raymond aussi, donc ingénieur, etc. Et alors là, moi j'étais vraiment libéré, je ne vais pas aller dire une femme libérée, ça ne se dit pas pour un... Non. Donc libéré tout à fait et détendu, etc. Et là j'étais en interne, oui, jusqu'au moment où, alerte le matin, et puis on a ouvert le Vasistas, l'ambiance de l'internat était remarquable, au lever du jour, on voit les Stuka au-dessus de Bruxelles, c'était en mai 40, donc j'étais là en internat. Et alors j'ai terminé à Saint-Boniface vraiment, et il y a juste, je crois, une année où oui, en poésie, j'ai dû recommencer, bon, parce que vu les primaires lamentables, j'ai dû rattraper. Mais donc j'étais très heureux là. Et c'est comme ça que j'étais chez les Pères Blancs. Je ne rêvais que, je ne vais pas dire que j'en rêve encore, mais de Charles de Foucault et des Pères Blancs. J'ai été en 54, l'année de mon ordination, l'abbé Pierre a appelé des volontaires et j'y étais, moi j'étais, d'abord j'en ai tremblé devant ce monstre qu'est l'abbé Pierre, je ne rêvais que de Charles de Foucault, que de désert, que de... oui, hein. Et quand je l'ai vu, et il a dit, bah oui, à ce moment-là, chez l'abbé Pierre, donc j'ai encore l'âme Père Blanc, j'en suis fier. Et pourtant, donc j'étais 2 ans chez les Pères Blancs, et là, bon, parce que l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour de Dieu, il nous connaît mieux qu'on ne connaît nous-mêmes. Je croyais être fait pour l'Afrique, ben, j'aurais été malheureux, bon, c'est certain. Et que là, c'est très amusant, mais je dis toujours, oui, je suis un peu espiègle, il faut se méfier de Dieu. Il est capable de tout, ce bougre. Mais oui, mais
c'est pas rien d'aller sur la croix, hein, pour aller... Et je me dis encore, même maintenant, Dieu d'abord c'est un nom curieux, disons le verbe être, dans l'évangile c'est même comme ça. Je suis celui qui suis, qui existe. Et dans le sens que le Père ou le Fils n'est que le miroir, hein, du Père, et l'Esprit Saint, c'est l'amour entre le Père, le Fils, et qui nous aime, point. En un mot, j'ai eu la chance de faire le Mont Blanc avec guide, bien entendu. C'est pas si simple que ça par la voie française. Avec guide, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le Mont Blanc. Bon, mais de l'autre côté, l'italien, par un mur, et non pas une voie normale, hein, il y a eu la moitié n'arrive pas. Il y a eu 2 morts ce jour-là d'ailleurs. Mais de l'autre côté, le mur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le Mont Blanc. C'est au fond 2 visages du même personnage, le Mont Blanc. C'est comme l'islam a une centaine de qualités par rapport à Dieu, nous on en a d'autres. L'homme est un animal humain, qu'on le veuille. Certains de mes frères, je ne citerai pas, pour eux, ils ont été sans doute froissés peut-être par le sens très, très, très religieux de ma grand-mère. Et du coup, il dit, oh non, et pour l'éternité, non. Et qui me dit, hein, en disant, et t'es encore à ce stade-là. Moi, je ne sais qu'une seule chose, mais dans la foi. Ceux que j'ai aimés, dans la mesure où ils sont, comme on dit, le mot paradis, le mot ciel, c'est simplement être dans l'amour, être dans... Puisque l'esprit, l'amour de Dieu, tout ça ne fait qu'un. D'abord, j'ai envie de dire, avec Dieu, c'est du respect. Pour être Dieu, il faut être fou. Hein. Pour être Dieu, il faut être fou, c'est-à-dire fou d'amour, d'aimer la façon dont on nous a aimés. Et le Christ sur la croix, avec l'imagination qu'on a et que j'ai, le Christ sur la croix, puisque j'ai travaillé chez l'abbé Pierre. Vous avez travaillé chez l'abbé Pierre? Pendant 3-4 semaines, mais 4 années d'affilée. J'en ai tremblé quand je l'ai vu de Mons. Mais j'étais à mon aise, là, comme pas vrai. On avait je travaillais avec, comme ce qu'on appelait, là, les gars de la Légion étrangère Dien Bien Phu. J'étais avec eux. Mais le Christ sur la croix, ah oui, qu'il y avait une prostituée, puisque moi je disais pour moi personnellement, là, mais je travaillais avec les gars de la Légion, on avait des puces et tout ce qu'on veut, une petite salle, je disais la messe pour moi tous les jours, pour reprendre un peu, oui, et que là, il y a une prostituée très gentiment qui vient, et moi je vais sur ma table, simplement dire la messe pour moi, et elle dépose une corbeille, pas sur mon hôtel, monsieur, et son gosse brûlé la nuit passée dans... Brûlé, donc l'incendie de la tente dans laquelle elle logeait. Et alors, est-ce que j'invente ou je me rappelle la phrase « et votre Dieu » dans tout ça. Hein? Ça, j'ai pas oublié. Et alors, tout ça, j'en profite pour dire qu'on est dans la ligne directe de Robbie. Ça signifie que, comment dirais-je, il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous connaissez, et d'en prendre note, donc elle est en Brabant flamand. Hein? Vous avez une clinique remarquable que les Flamands ont multipliée, modernisée, une clinique avec chaque fois en étoile pour chaque maladie, si vous voulez. Ma mère, 14 ans, fille unique, hein? Ma mère, fille unique, 14 ans, qui adorait son père, elle voyait des gens, comme ici, de bonne famille, et dans la misère. Et elle demande à son grand-père, franc-maçon, donc du Brabant, et que c'est vrai, toute cette partie Ouachet, mais Crous, les Crous c'est du Brabant wallon, et tous ceux que j'ai connus, le grand-père, le mari d'Emma, hein, oui, eh bien c'était tout franc-maçon. Eh bien, moi, ça ne me froissait pas, et pourtant, j'avais déjà la vocation de prêtre, etc. Et alors, je continue, ma grand-mère, voyant la misère, à 14 ans, et plus que jolie, la maman, là, elle demande à son père,
qu'est-ce qu'on peut faire? Et le grand-père lui dit, tiens, je te donne une pièce, je ne sais pas, qu'avec ça, vous êtes les 3 filles, eh bien, fondez vous-même, comment est-ce qu'on va appeler? Eh bien, elles disent les petites chemises qu'on peut leur offrir. Du coup, ils fondent les petites chemises, donc ça a été fondé par une gamine de 14 ans. Pendant la guerre, les petites abeilles de Beauvechin et de Pietrebay ont dû quitter parce qu'il y avait le champ d'aviation qui allait être bombardé et les Allemands qui ont confisqué le château qu'ils avaient acheté, ils ont dû venir dans la chaussée de Charleroi et c'est là que les 2 sœurs qui ont eu légataire universel de Robbie. Donc on a entendu ça toute notre vie, aussi bien du côté de ma mère que du côté de la grand-mère surtout, bien entendu, et que moi, j'ai pas de voiture, et que plusieurs de mes frères, la même idée de partage vis-à-vis de la misère. C'est pour ça que j'ai voulu aller en Inde, aller voir cette misère, et puis voir le Taj Mahal. Cette photo a scandalisé un peintre africain, pas tout jeune, et qui lui, on a fait le trajet. Je suis un peu étonné parce que il était étonné, mais on ne montre pas ça. C'est-à-dire, moi je pense que je ne connais pas Robbie suffisamment, mais je pense que ça devait être justement la réaction de face à une misère effroyable, et qui existe en partie encore maintenant en Inde, de dire c'est une révolte, et de dire ben voilà, la misère dans l'Inde. Une dame, d'ailleurs, j'ai appris cela, je ne l'ai pas connue, je ne l'ai pas vue, et qu'elle a dit l'Inde, ah, formidable. Mais plus jamais. Parce que là, j'étais chez l'abbé Pierre avec les prostituées, j'ai vu mais les premières cabanes que l'abbé Pierre, puis j'ai travaillé chez l'abbé Froidure, qui est l'abbé Pierre belge, ici en Belgique pendant la guerre. J'étais chef de parc de Stockel, j'avais 120, je ne sais plus moi, de gosses, et avec l'abbé Froidure. Donc oui, c'est vraiment en ligne directe d'héritation, héritage par rapport à ma mère, et c'est comme ça, vis-à-vis de la grand-mère, et nous-mêmes, et oui. Non, ça, vous savez qu'il y a le fameux problème de ce qu'on appelle soit de créationnisme, ou bien l'évolution. Moi, je donnais cours à des garçons de 12 ans, pendant 25 ans. Le latin, l'histoire, la géographie, le français, mais pas les mathématiques et les néerlandais. Les élèves en savent plus sur la création, mais bon. Mais allez, si Dieu c'est le verbe, ce que je crois, si c'est le verbe être, le verbe exister, mais qu'est-ce que d'ailleurs le ciel? C'est simplement rejoindre. Il suffirait que le verbe être, c'est-à-dire exister, tout ce qui existe, une fraction de seconde, il ne pense plus à nous, ou bien, on s'est trompé complètement,
on disparaît, hein, dans le sens de... Et quand on voit la façon dont on est occupé à inonder le monde et à jouer avec cette humanité, de voir les pétroliers et autres, c'est quelque chose de phénoménal. Comme, combien de gens, je réponds, ça c'est un art chez moi, de répondre en passant, et d'aller beaucoup plus loin encore à la question, dans la mesure où je réponds indirectement. Ça signifie que on entend dans le monde régulièrement, dans les journaux, et dire, hein, comme la maman, et Dieu dans tout cela. Hein, moi j'aime beaucoup cette émission. Dans le sens que ce colossal mystère de l'être supérieur, mais qui n'est que le verbe être, attention, non, c'est un être, je parle de l'Esprit Saint, c'est un amour colossal, il faut être fou, je dis, hein, j'ai inventé la phrase, mais c'est vrai, le Christ sur la croix, et qui voyant ce que vous venez de dire, le Cambodge maintenant, la Thaïlande, le Vietnam, le bombardement, la bombe atomique, et que en général les gens réagissent, mais Dieu est là-dedans. Je pense humblement, le problème, c'est que l'être supérieur, bon, qui veut ne pas aimer simplement seul, mais partager son amour. Hein. Mais il ne va pas aimer des esclaves tout de même. Un esclave, on l'estime, mais l'aimer, non. Parce que aimer, ça signifie qu'il doit avoir l'amour en retour. Or, donc il ne va pas faire de nous des esclaves. Conclusion, l'homme est libre. Et ça, je ne pense pas me tromper. Mais la richesse de l'homme, la valeur, sa grandeur, c'est sa liberté. Limitée, bien entendu. Limitée, ça c'est clair. Limitée. Hein? Regardez, on parle de pédophilie, etc. Moi, il y a 55 ans que je suis prêtre, etc., ordonné prêtre, et mon frère, ça a été missionnaire en Afrique, la même chose. Moi qui adore les enfants, bon, on est libre. Bien sûr, quand on est au collège, hein, on monte des pièces de théâtre, on fait du sport avec eux, on a fait le marathon de New York, j'ai fait de la montagne avec eux, on est libre. C'est la plus chose formidable. Il faut être fou pour donner, dans l'évolution bien entendu, à un être qui est libre de vous cracher à la figure, c'est-à-dire celui qui a fait germer l'être en lui, l'amour en lui. Mais ça doit être... Hein? Et donc, alors maintenant, je réponds à votre question, à quel point, comment, tellement là... C'était fou. D'ailleurs, maintenant, je suis un peu fatigué, et puis alors, je suis venu les 5-6 fois ici, et puis je vois certaines scènes dans les films, etc., de guerre et tout. Je ferme, j'ai eu assez envie. Donc, quel curieux personnage qu'est l'homme. L'homme. Parce que, je ne me trompe pas, l'animal ne fait pas ce qu'un homme fait. Et ces choses, Christmas, la coupable, et elle danse bien, et c'est elle, vous devez la... C'est elle qui a fait le bouquin, le gros, hein. Donc, je sais pas, de l'art, etc. Il ne faut pas la lâcher. On en parle, et qui voit-on? Et qu'est-ce que c'est là? Et il faut la surveiller. Moi, j'ai aucune confiance en elle. Non, il faut la surveiller. Oui. Donc, chez la sœur Thérèse, à Stockholm, il a été volé. Donc, le voleur, je ne vais pas dire que la police le connaît, mais enfin, le voleur, de métier, si vous voulez. Et que, bien entendu, par un commanditaire, on ne sait pas qui c'est, hein, commanditaire, qui lui l'a déposé au mont-de-piété.
Or, Kathleen, la responsable, hein, a cherché, parce qu'on savait qu'il y avait dans la famille une trentaine de tableaux de Robbie, pas plus. Maintenant, elle est à 350, m'a-t-elle dit dernièrement. 350. Oui, si vous les surveillez, parce que... Il faut les surveiller. Non, c'est un monstre. C'est un monstre. Oui. D'abord, c'est ma nièce. Hein, oui. Enchantée. Oui. Qu'est-ce que tu as déjà parlé avec monsieur? Moi, j'ai très difficile avec l'image. Non, mais tu t'occupes pas. Tu me racontes. Qu'est-ce que tu veux lui raconter? Pardon, monsieur. Non, mais c'est sûr. Très gentil, monsieur. Tu vas voir, monsieur, ma nièce. Dans quelle catégorie? J'avoue que je ne le sais pas exactement. Il y a plusieurs peintres de la ville, etc., sont venus et chacun donnait un peu... Chacun sa facette. Oui, selon vous, c'est dans quelle famille vous les mettez? Classique, ça fait un, oui. Oui, ça c'est une chose. Deux, quoi encore? Mais vous pouvez, en parlant, photographiste, ça c'est égal. Pas complètement naturaliste, mais bon, je me dis que c'est... Parce que bon, oui, mais c'est pas romantique, si simple, moi j'y connais. Mais il est inclassable, c'est ça. Oui, et ce qui m'a toujours étonné, c'est le fait que relativement peu connu ici à la commune. Tu as été à la commune, quand il est arrivé, venant bien entendu de la rue Haute et suite à sa formation vis-à-vis de son professeur, Tasson, Balthazar, eh bien, qu'il a monté, mais moi, c'est naturellement, pour le peu que j'y connaisse, c'est les fruits et les fleurs, et quoi encore? Certains parlaient de, allez, comment on appelle ça, les modernes, les débuts de les impressionnistes. Impressionnistes? Non, pas du tout impressionnistes. Je ne crois pas. Et selon vous, vous les mettez où? Guy, tu restes ici parce qu'on m'a demandé de te surveiller. Absolument. Parce que je dis la quantité de même, mais beaucoup moins. Oui, d'abord celui-là. Oui. Je ne demande pas qu'on me le rende, après, parce que la fondation, il le garde. Mais oui, il est magnifique. Mais ça fait drôle, là, oui. J'ai 40 ans, 50 ans à la maison. C'est drôle, là, c'était la chaussée de Charleroi, la rue de Saint-Bernard, une rue de Neuchâtel et la rue Saint-Bernard. Et Robbie était installé ici, et les arrière-grands-parents, les Tassons-Stel étaient installés là. Et ensemble, ils avaient tout l'intérieur et les jardins. Le parking, chez les pères, en partie. C'est surtout le jardin Robbie, bien. Donc il y avait vraiment tout le jardin. Et il paraît que le roi Léopold II avait dit que le jour où il connaissait le peintre, il avait dit qu'il allait faire de ce parc un des parcs de Bruxelles, mais bon, le roi est mort avant Robbie, et donc ça ne s'est pas fait. C'est vrai que c'était un... Ça c'est les deux, ça c'est les Tassons, ça c'est les Saint-Robbie. Ça c'est amusant aussi de revoir un petit peu tout le côté... Bon, c'est une partie aussi toute méconnue de lui, c'est tous ses voyages, parce que c'était un peintre qui était très frileux. Et, il était frileux et il avait horreur de l'hiver et du froid. Et donc il a été en Égypte au moins 5 fois, en Tunisie, en Algérie, en Turquie, en Syrie, et puis une fois qu'après l'Égypte, il fallait pousser plus loin. 3 grandes régions, quoi. Oui. Et alors après, il a été en Inde 2 fois, chaque fois plus d'1 an, et de là, on a trouvé des petits tableaux. 3-4 fois. Là, c'est 2 fois, en tout cas 2 grands voyages. C'est de sa faute, j'étais obligé d'aller là-bas. Et j'en suis dingue. Oui, voilà le tableau. C'est super. Parle un peu de la dame qui a fait ce livre. Brigitte Curmans. Oui. Brigitte était mon autre oncle. J'ai un autre oncle qui est là aussi, un peu plus fort. Qui avait une voisine qui était... leur fille était historienne de l'art, faisait ses études d'histoire de l'art. C'est vrai qu'il y a 30 ans, ils ont pu travailler ensemble auprès du projet de Robbie. D'ailleurs, ça reste un peu un mystère, là, votre travail est tout de même extraordinaire. On voudrait savoir un peu plus. Ben, vous savez, ce travail, c'est le fruit du hasard en même temps que le fruit du bonheur. Ma maman habitait, nous habitions en face d'une des sœurs de Failly.
Et il se fait qu'elle savait que j'étais historienne de l'art, d'une part, et que d'autre part, je faisais de la restauration de tableaux. Alors elle m'a dit, oh, chez moi j'ai des très très beaux tableaux. Et elle me dit, mais tu sais Brigitte, j'ai des archives, des tas de choses sur ce peintre, ça vaudrait la peine de faire une étude approfondie. Et donc j'ai passé une année de ma vie à étudier Jean Roby. Voilà. Et puis j'ai continué la restauration de tableaux, j'ai eu la chance de pouvoir restaurer plusieurs Roby. Et de fil en aiguille, au fil du temps qui passe, notre amie Kathleen de Failly est venue vers moi en me disant, voilà, j'ai dans l'idée d'écrire un livre. J'ai tout simplement développé le sujet de mon mémoire, que j'ai étoffé avec des tas de choses nouvelles, parce que Kathleen avait fait un formidable travail de recherche avec Internet. Donc Kathleen a déniché des tas et des tas de tableaux, des très bons, des faux, il y avait de tout. Donc on a fait le tri dans tout ce qu'elle avait développé, tout ce qu'elle avait déniché comme tableau. Et à partir de ça, on a pu élaborer un catalogue beaucoup plus étoffé que ce que j'avais quand j'étais étudiante. Avec des découvertes magnifiques. Et puis, de fil en aiguille, le livre s'est créé. Moi, je le sens comme le fruit du hasard et le fruit d'un grand plaisir, parce que j'aime la nature morte, je peins moi-même, donc c'est quelque chose que je trouvais tellement extraordinaire, et en même temps, finalement, un peu ardu. Parce que la nature morte, c'est pas tellement... c'est passionnant quelque part. C'est un travail colossal. C'est un travail à la fois d'archiviste, et il faut beaucoup de créativité finalement pour parler de la nature morte. Parce que Jean Roby était un peintre de nature morte, c'est comme ça qu'il a commencé pour gagner sa vie. C'est comme ça qu'il a commencé, il a fait des petites fleurs et puis alors il a mis ces petits tableaux en vente. C'est un virtuose, il est extraordinaire. Donc, a-t-il peint uniquement pour gagner sa vie ou bien en fait c'était un sujet qui se vendait bien à l'époque. Déjà, il aimait la nature, puisqu'il avait un magnifique jardin. Donc, je pense que ça, oui, clairement, ça correspond tout de même à quelque chose qui est profondément en lui, c'est l'amour de la nature. Et je pense que si au départ, c'était peut-être un prétexte pour gagner beaucoup de sous dont il avait besoin, je pense vraiment que, en même temps, le prétexte a été là, mais c'était peut-être l'élément déclencheur pour qu'il puisse exprimer tout ce bonheur de peindre. Certain. Où est le hasard? Et gourmand de la vie, de la beauté d'une fleur, au point même que de l'autre côté, tous les framboises et les framboises. Mais combien de personnes veulent y goûter? C'est extraordinaire de sa part. Moi, je pense que c'est plus de la sensualité que de la gourmandise. Parce que pour sentir à ce point-là le toucher d'une fleur, le toucher d'un fruit, c'est de la sensualité. Oui, mais humaine, profondément. De la sensualité, de l'amour. L'amour de la vie, l'amour de la nature. On n'a pas pu déterminer exactement, mais finalement, c'est vrai qu'au départ, on avait une centaine de tableaux, et à partir de cela, on a pu étoffer petit à petit, avec le fruit des recherches. Et je me suis sentie entraînée, parce qu'au départ, j'avais passé une année de ma vie à étudier Jean Roby, et puis c'est quand même beaucoup pour un peintre. Finalement, il n'y a pas tellement de choses à raconter sur lui. C'est quelqu'un qui est sans histoire, c'est quelqu'un qui a vécu heureux, serein, paisible. Il a fait des voyages, mais finalement, il a eu une vie tellement tranquille. Mais la peinture de fleurs, c'était quelque chose qui était très prisé, et c'est pour ça que Jean Roby a eu un tel succès à l'époque. Il faut se dire que tout de même, c'est un peintre qui a eu beaucoup de succès. Et vous le mettez dans quel classique, bien sûr, mais dans quelle catégorie? Il y a un petit peu de romantisme quand même dans la manière dont il traite, il est à la fois classique et à la fois... C'est difficile, on ne peut pas maintenir un peintre dans une catégorie comme ça, figé. Il est un peu resté imperméable comme ça au courant de l'époque. Mais ce qui est étonnant, c'est... Ce n'est qu'à la fin de sa vie tout de même qu'il s'est un petit peu laissé aller dans l'impressionnisme. Et là, il a aussi recherché la lumière. Et la nuance impressionnante. Dans ses marines, on sent que là... Voilà. On sent que là, il est influencé clairement par l'impressionnisme. Oui. Dans la manière de traiter les montagnes, dans la manière de traiter la mer, cette recherche de lumière. Ah, par rapport au ciel, assez beau. Moi je trouve.
moi je trouve. Et petit à petit, ces dessins un petit peu influencés par l'impressionnisme. Bon, mais par exemple, il y a des petits tableaux de fleurs où on voit vraiment, là, il s'est laissé aller, là, il a joué sur la tâche plutôt que sur le détail. Et sur, Parce que c'est à peine si on en entendait parler de Roby. Pas à l'époque. C'est un peintre qui a été un petit peu oublié parce que ce n'était plus la mode. C'est un livre qui va surtout intéresser des antiquaires ou des spécialistes, mais ce ne sont pas des peintres qui sont à la mode aujourd'hui, pas du tout. Oui, mais fatalement, on dit que tout le monde ne va pas s'intéresser à un livre sur... Et actuellement, au plan, je suis indiscret, un point de vue peinture, vous-même, ou est-ce que vous en êtes de... Je peins beaucoup, je fais des créations mais qui sont explosives, gestuelles, qui partent un petit peu dans tous les sens, mais qui sont dans les grands formats. Et puis, ces derniers temps, c'est un petit peu différent. Ce sont des tableaux qui deviennent un peu plus figuratifs, peut-être un peu mystiques. Et puis, je touche à la sculpture aussi. Mais je pense qu'en étant peintre, on comprend mieux la peinture. La délicatesse des choses, la fragilité des choses, la difficulté de la technique, la transparence, tout ça, ce sont des choses qu'on comprend infiniment mieux quand on est peintre soi-même. Et quand on est restaurateur, parce qu'on connaît encore mieux la technique. Donc aujourd'hui, je perçois très très bien, ça me permet aussi d'identifier un tableau qui est vraiment de Roby, un tableau qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des craquelures qui sont typiques. Vous êtes un danger public, quoi. Non, je ne l'ai pas dit, oui. Je cherche la vérité des choses aussi. Oui, ça c'est... Je n'aime pas que l'on fasse passer des faux pour les vrais. Je suis comme ça, mon père. Oh, qui c'est? On est deux monstres, encore deux là. On a déjà été... Pourquoi en fait, c'est pas un jeu? Tu as fait connaissance avec Brigitte alors? C'est-à-dire, je la connaissais trop peu, mais l'autre monstre, oui. En fait, elle habitait en face de chez Thérèse. Ah, voilà, je cherchais son prénom. De chez Thérèse. Parce que le hasard, vous ne seriez passé une demi-heure plus tôt, soit nous étions à l'intérieur, et il se fait que, par rapport à Dieu, etc., il y a 5-6 ans au moins, à France 2, une émission extraordinaire des mathématiciens et des hommes de science par rapport à ce qu'on appelle Dieu, et qui disait le hasard existe de toute façon. Je ne serais pas venu aujourd'hui parce que les grandes décisions, il faut faire un choix. Oui ou non. Ah mais non, moi j'écoute la pensée. Mais j'ai au-dessus de mon téléphone, oui mais je réponds à votre question, au-dessus de mon téléphone la photo de Fernandel, hein, quand il est occupé à parler dans son église avec le Christ. Fernandel. Oui, moi j'ai cette réaction, j'ai tout de même des histoires graves. Quand c'est trop, je dis occupe-toi. Avec l'accent, il écoute, hein, et que si lui, il est, hein, bon, pour moi c'est trop, maintenant tu t'occupes à discuter avec lui. C'est le côté Don Camillo, hein, quand il avait des grands problèmes, il parlait au crucifix. Hein. Oui. Mais l'art, pour moi, c'est le plus court chemin entre l'homme et Dieu, quelque part. Votre seul reproche que je peux vous faire, c'est que vous avez raison. Je pense que c'est difficile. Et pour je ne sais pas de qui est cette définition, mais c'est une réalité. C'est un chemin très court entre quelque chose de mystique et ce que l'on vit. Mes dernières créations, par exemple, j'ai intitulé l'ensemble de ces tableaux-là « Passage ». Parce que c'est une série de tableaux que j'ai réalisés juste après le décès de maman. Et on est dans un état émotionnel extrêmement particulier au décès d'un parent. Ce que tout le monde vit tôt ou tard. On tourne une page. Et c'était un moment terriblement important, mais pas vraiment de souffrance, mais de compréhension des choses de la vie et de c'est fini, c'est fini. Et alors, j'ai réalisé toute une série de tableaux que j'ai intitulés Passage, dans des tons bleus, blancs. Et j'ai un ami qui est bouddhiste. Et alors, il a invité chez lui un moine bouddhiste qui venait du Tibet, du Népal. Et il a regardé mes tableaux. Et il a dit, voilà ça, c'est une personne qui était en contact avec le bardo. Bardo, je ne connais pas cette expression, je ne connaissais pas. Et je vais approfondir parce que je ne sais toujours pas exactement ce qu'il veut dire par là. Mais je pense, si j'ai bien compris, que c'est le passage entre la vie, c'est la réincarnation. Donc
Mais je vais quand même approfondir parce que si un moine perçoit ça dans mes créations, c'est que lui le vit comme ça, c'est que j'ai pu exprimer quelque chose. Et effectivement, c'était juste après le décès de maman et j'avais l'impression de l'accompagner. C'est très étrange comme vécu. C'est très étrange comme vécu parce que je pense que toute personne qui crée, il y a plusieurs créations. En fait, donc Jean Robie est dans une création mais qui est de type reproduction. Il va créer son bouquet, il va choisir ses fleurs. Là, il y a de l'inspiration dans la composition. Mais à partir du moment où il reproduit purement et simplement ce qu'il voit, à partir du moment où il fait des photos de ses tableaux, pour reproduire la photo, et peindre d'après photo, pour moi, je le vis beaucoup moins comme inspiration profonde et mystique. Mais à partir du moment où il va un petit peu plus loin dans ses créations, là, on touche à la création plus mystique. Mais quand il est très technique et purement reproduction, purement copie, pour moi, c'est de la virtuosité. Mais dès qu'il sort un petit peu de sa pure copie, là, on sent un souffle dans ses tableaux. Mais je pense que chez Robie, le souffle de la création surgissait beaucoup plus quand il se laissait aller et qu'il ne s'en tenait pas strictement à la photo. Et on le sent dans différents tableaux où clairement, là, c'est très technique, c'est froid, c'est copie. Et finalement, fatalement, que l'émotion surgit. Parce qu'on ne peut pas rester froid. Ça m'aurait étonné que lui-même ne change pas avec le besoin. Le souffle surgit petit à petit. C'est pas possible autrement. Donc uniquement copier, ça m'étonnerait ou je comprendrais mal très bien. Mais il y a tout de même des tableaux où on sent oui, bien sûr. Quelque chose qui respire plus fort que des tableaux, comme par exemple ce bouquet qui est là, pour moi c'est déjà quelque chose qui est déjà plus... où il y a quelque chose de plus émotionnel, beaucoup plus moins structuré, moins obéissant à une tradition pure. Il y a peut-être quelque chose qui... Pour moi, il y a plus de souffle là-dedans. On a le souffle. Mais on l'a pris au piège, parce qu'on a bien vu qu'il fallait se méfier, madame. Parce qu'il faut de la cohérence dans son travail. Oui, alors comment est-ce qu'il réalisait cette... Il n'avait pas de spot à l'époque. Non, mais il y a aussi un jeu technique dans la lumière. Une fenêtre bien éclairée. Alors, oui, bien sûr. Normalement, la lumière doit venir de gauche. Quand vous êtes dans un atelier, que vous peignez, vous avez votre tableau devant vous. Idéalement, si vous êtes droitier, la lumière doit venir de gauche, de manière à ne pas mettre de l'ombre sur votre peinture quand vous travaillez. Voilà, aussi une explication. Donc, parce tu vois que ça répond aussi à une des questions. Regarde, mais en tout cas, mais c'est sûr que la lumière donne tout le relief à la peinture. La lumière. Sans lumière, ça serait plat. Son livre, ton livre est arrivé chez lui. Je pense qu'il se demande, est-ce qu'il ne se posait pas la question de savoir si c'était Jean Robie? Oui, mais à ce moment-là, alors recevant le livre, il l'a ouvert et il a fait le rapport. Donc, il fait partie des demeures historiques de Voissège. Et il a reçu le livre, il l'a ouvert, il a dit mais le plafond c'est Robie, en ayant le livre en main. Alors il a pris contact avec, il a pris contact avec nous. Il a pris contact avec nous. Oui, le hasard. Et alors, j'ai fini de démolir tout. Oui, mais c'est vrai, on va être mis dehors. Il y a des sous. Non, tu casses 2 fois. Raymond. Et c'est comme ça que j'ai été contacté. J'ai été contacté comme expert alors. Dis, est-ce que... Non, mais ça va très très bien. Dis, je sais pas si ça... On termine notre ami le marquis. Et puis je voudrais bien parler pour savoir un peu si la vie de Thérèse par rapport à Bruxelles. On en parlera après. Termine le marquis. Oui, mais de toute façon, ça c'est le tableau de Thérèse qu'on a volé, ça. Hein? Oui, c'est une énigme cette histoire. J'ai pas encore compris. Oui. Il y a un voleur qui casse le bureau de Jean. Tu vois le bureau, un spécialiste voleur. Oui, mais celui qui va là, il sait ce qu'il cherche tout de même. Il sait ce qu'il va trouver. Oui, envoyé par un commanditaire. Commanditaire, si tu veux. Ah oui, mais non, là, il y a un commanditaire et qui lui dépose ça au mont-de-piété et dit pour ma famille, j'ai besoin d'argent.
C'est comme ça qu'il faut. Et alors, il l'a déposé. Et 2 ans après, il n'est pas revenu. Et alors, il n'est pas revenu. Donc, la Fondation a dit, s'est dit elle-même, mais s'il y a, et c'était le cas de la dame qui l'a acheté, hein, relativement cher, et qui... en salle de vente. Donc, le Mont-de-Piété le met en vente en salle de vente. Ah, en salle de vente. En salle de vente. Et il y a un acheteur qu'on parvient à retrouver sur Internet. Mais pourquoi pensez-vous qu'il y a un commanditaire? C'est un petit intermède, mais enfin, ça pouvait être un voleur à son propre compte aussi. Oui. Mais en fait, finalement, la propriétaire, on veut lui racheter le tableau. Elle a dit non, j'y suis attaché à ma mort. Et de plus en plus, au point même que... Attends, de plus en plus, au point même que elle a dit à Kathleen, hein, parce qu'il y a eu tout de même 3 SMS, de la part de Kathleen pour insister, tellement on le souhaitait pour Thérèse. Hein, qui a... Ça lui appartenait tout de même. Qui J'ai volé, hein, donc il y a eu des avocats. C'est ça. Donc quand je vole, c'est à moi. Non, pas le voleur. Non, pas le voleur. Il y a eu l'intermède du Mont-de-Piété. Le Mont-de-Piété, honnêtement, après 2 ans, le met en vente. Oui. En fait, la bonne idée, c'est de commander le vol d'un tableau, de l'acheter, de le racheter au Mont-de-Piété. Et de racheter. Donc il m'appartient, alors qu'en réalité, pas du tout. Je n'ai pas approfondi l'histoire, je ne la connais pas. Mais c'est un vrai roman. Parce que moi, mais moi j'en suis malade. Il ne faut pas oublier que depuis 8 ans, je vais chez Thérèse, et depuis maintenant 1, 2, 3 ans, c'est une obsession, comme pas vrai, qu'on me l'a volé, J'oserais dire, mais je dois être prudent, mais je sais ce que je dis. Non, que le mari a dit, bon, ben oui, il a été volé, mais pour Thérèse, on voudrait bien le revoir, mais que, j'ose même le dire, oui, si on sait où il est... il revient pour Jean, le tableau lui revient gratuitement. Oui. Madame elle peint aussi, hein, donc elle apprécie. J'apprécie vraiment, mais c'est intéressant de... Parce que Jean Roby, on n'en parle pas énormément. Non, mais il a été un peu écrasé par les Monet, les Matisse et tout. On dirait Monet dans son jardin de Giverny. C'est vrai que c'est vraiment la même époque. C'est la même époque. Mais disons qu'il a une façon plus hyper réaliste aussi quand même de faire par exemple des fleurs. Monet, surtout à la fin de sa vie, il faisait des choses beaucoup plus dans les flous, quand il fait ses nymphéas et tout ça. Non. Mais lui, c'est très... Mais il est réaliste finalement, mais à sa manière. On sent la matière, c'est ça qui est extraordinaire. On sent la plume, on sent le duvet de l'animal, là on va ressentir le tissu. Moi, je trouve ça... Non, franchement... Il est réaliste et il a son genre. Ça fait du bien de voir des choses comme ça, hein, parce que nous, on a tendance à faire tout très 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 vite comme ça. Votre genre, vous travaillez dans quel domaine? Moi, je fais des fleurs aussi. Des fleurs aussi? Je fais des fleurs, mais je joue aussi très fort sur... Je suis aussi partie d'une lumière impressionniste, un petit peu comme la lumière, vous voyez, des raisins. Et puis je me suis rapprochée, d'abord je faisais des jardins, des choses comme ça, et puis je me suis rapprochée des fleurs, et maintenant je ne fais plus que des fleurs, mais je joue fort sur la couleur. Mais c'est vrai que pour moi c'est un enseignement, quoi, les tableaux de Jean Roby. Oui, voilà le jardin, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, les jeunes femmes qui étaient comme peintres, élèves de Roby, et c'est comme ça que ma grand-mère, notre grand-mère Rousse, machin, était aussi parmi ces jeunes filles.
T'es sorti de ta boîte, hein, tu t'es mis à la lumière. Ah oui, j'ai retourné que ça. Tu t'es mis dans la lumière, alors moi, tu sais. Pour aller dans Comme les papillons de nuit, moi, je suis attiré par les lumières. Ouais. Je suis pas si lumineux que ça pourtant. Les deux qui n'aiment pas être filmés, ensemble. Qu'est-ce que tu penses de l'installation multimédia? Et je l'ai trouvée très intéressante et très amusante. Et en plus, et ça aide à déstresser quand il y a quelqu'un qui te prend la caméra sur la tête. Et je veux bien avoir une chez moi pour les mauvais jours, pour faire un peu de dessin sur les murs, et j'ai trop aimé. Moi je veux une chez moi, vraiment. En petit, dans une petite chambre noire, et faire des trucs, avec le son trop haut et tout. Et ça déstresse alors? Oui, à moi ça déstresse, au moins. Quand je suis seule. Oh, et vous avez jamais rien dit. C'est tout à l'heure que j'aurais pas entendu parce que c'est pareil, je trouvais que j'étais en train de dire que tout à l'heure j'ai commencé à dépasser ce truc-là. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu... Bon. Parce qu'elle disait qu'elle allait plus rien dire et que ça l'a bloqué. Et je lui disais que celui-là, là, il arrête pas de me filmer. Et que... Ça soigne à force. Et... Je suis dans le circuit, j'ai fait de la sculpture et j'ai fait de la peinture, voilà. Et vous êtes vraiment dans le corps? Non, enfin je suis dans les arts plastiques, pas dans la maîtrise du corps. Pourtant, vous êtes vraiment dans la oui, maîtrise mais du bon, corps. ça, Dans cette installation, vous étiez vraiment dans la maîtrise du corps. J'ai fait beaucoup de danse. J'ai fait beaucoup de danse classique et moderne. Et en même temps, mais ça fait très longtemps. En même temps, vous êtes plasticien, donc vous oui, travaillez en même temps sur l'écran et sur vos... Oui, oui. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, c'est le support qui m'intéresse, parce que l'œuvre picturale, bon, c'est vrai que c'est très bien, mais pour moi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un certain temps, dans une certaine époque, donc qui est figé. Et je trouve beaucoup plus intéressant ce que vous avez fait, cette installation, parce que justement, c'est avec un support nouveau, et il s'inscrit dans l'époque. C'est-à-dire qu'il y a le mouvement, il y a la couleur qui bouge, il y a la reprise, donc il y a le... Comment dire, il y a l'histoire derrière, il y a l'histoire picturale, mais avec votre touche, il y a le support qui devient moderne et qui est interactif. Donc forcément vous intéressez, parce que je me suis prise au jeu de cette création. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, on parle plus de façon interactive? Pourquoi est-ce que c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, plus que la représentation sur un média précis? Parce qu'en fait, ce que je représente là, c'est du multimédia. C'est une association de tous les médias et le visiteur est immergé dedans. Parce que la société a changé, tout simplement, et qu'on a besoin, on est de part et d'autre, de toutes parts, on est dans les mass médias, audiovisuels, on a besoin de bouger, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Donc on a besoin de comprendre ce monde et peut-être que ça permet... Oui, ça permet de comprendre le monde et aussi de se comprendre.
Pas seulement de comprendre le Ça monde, m'intéresse. mais c'est se comprendre aussi. Pourquoi ça permet de se comprendre? Parce que je suppose que vous n'avez pas fait ça par hasard. Simplement. Je ne veux pas dire par là que c'est thérapeutique, mais je veux dire, en fait, enfin, c'est une conviction que j'ai. Je pense que quand on fait une œuvre, on se met à nu et on dit ce qu'on a dans les tripes et on se montre. Donc un peu, il faut du courage aussi pour exposer, enfin, du courage pour montrer ce qu'on fait. Et voilà, moi je crois que là, c'est. Et alors, ce qui est intéressant, bon, c'est vrai que celui qui arrive comme moi en tant qu'observateur, on arrive, on est un petit peu naïf dans l'histoire puisqu'on ne connaît rien de vous et on prend l'œuvre telle qu'elle est, l'œuvre matérielle. Donc on a une émotion. On ne cherche pas à savoir le dessous analytique, psychologique, psychanalytique. On s'en fout de ça. Est-ce que vous prenez le même chemin et ça parle de la même chose chez vous? Pas forcément parce qu'on n'a pas les mêmes backgrounds. Vous avez votre éducation, vous avez votre parcours. Moi j'arrive avec le mien et je prends ce que vous avez fait et en fonction de mon parcours à moi et ma sensibilité, je me l'approprie un instant en fait. Je me l'approprie et je joue avec ça. Je joue parce qu'on peut rentrer dedans. J'ai l'impression quand même qu'il y a un truc qui est un petit peu différent dans cette œuvre, c'est que le courage, ok, peut-être il faut du courage pour faire une œuvre, enfin il faut du courage pour vivre, je pense. Oui, de toute façon. Hein, mais j'ai l'impression que dans cette œuvre, moi je demande du courage aux autres aussi. Oui, c'est pas évident. Moi j'ai hésité au début, et puis bon, il y a cette espèce d'espace tout noir, d'ailleurs je pensais qu'il était en pente, je ne sais pas pourquoi, je me disais ça doit chuter quelque part. Bon, c'est aussi ça, c'est peut-être quelque chose à essayer de comprendre, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas la vision de ce monde, de ce globe, je ne sais pas. Oui, je crois que c'est... En tout cas, je me suis sentie bien, c'est drôle parce que j'ai regardé, j'ai été surprise, il a fallu me traîner un petit peu parce que j'avais un peu... Voilà, puis tout d'un coup, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et alors la projection du geste sur l'écran avec ses couleurs et aussi la décomposition du geste par moment, j'ai trouvé ça très beau, il y avait des choses qui bougeaient, qui se passaient. Amusant de faire le geste et de voir la projection au travers du travail de quelqu'un, d'un artiste. C'est drôle, hein? C'est très bien. En fait, c'est un beau moment. C'est un excellent moment. J'approuve parce qu'en fait je me sens. Non mais j'approuve, c'est pas parce oui, heureusement. que. Non mais c'est pas parce que je me sens pas auteur en fait de ce que vous me racontez là. Je vous sens auteur de ce que vous me racontez là en fait. Mais ce que je veux dire, on s'en fout de ça. En fait. On s'en fout. On s'en fout complètement. Oui, mais justement peut-être que là, en particulier dans des œuvres multimédia qui réunissent tous les médiums et que le visiteur devient un médium. Ah oui, tout à fait. Il faut qu'il permette à celui qui regarde de poursuivre le chemin de l'artiste. Quand une œuvre dit tout, ben, on est là, on regarde et ça dit tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que soit quand elle est inachevée, il y a l'imagination qui continue, un tableau qui continue ou une musique qui se continue, ou soit quand on peut entrer en tant qu'observateur, entrer dans l'œuvre, ça continue parce qu'on devient acteur de l'espace aussi. On continue cette énergie? Oui, on continue l'énergie. On se laisse porter par l'énergie qui nous est offerte. Et on la rend. Ce qui est pour un artiste aussi. Il reçoit une énergie qui lui est offerte, il la rend. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. En tout cas, je trouve ça... J'étais vraiment conquise, je dois dire. Bon, il faut arrêter, hein, parce que... Pas la tête. J'aime pas beaucoup les caméras. J'étudie dans, je sais pas, j'étudie dans une université de journalisme, cinéma et tout ça, alors j'aime bien les caméras mais derrière, pas devant. Mais ça va. Non, je suis publiciste, c'est pire. Je fais de la publicité. Ah ouais, ça c'est vrai. Madrid. Oui.
J'aime bien les choses qui m'étonnent. Et il n'y a rien qui m'ennuie plus que d'arriver dans une exposition et de ne pas avoir quelque chose qui m'accroche. J'aime bien toujours cette petite malice, cette petite chose qui vous accroche. Ça va avec la caméra quand même? Oui, bah, c'est-à-dire qu'on l'oublie en fait. C'est surtout cette silhouette qui se déplace en noir comme ça tout autour qui fait un peu peur.